Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 59e épisode. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi les red flags, ou en français drapeaux rouges, sont un gros problème pour les débutants. Vous aurez noté, j'ai bien dit les débutants, j'ai pas dit les débutants et les débutantes. Je vais y revenir tout à l'heure. Avant de commencer, un petit avertissement, même si c'est évident, encore que peut-être que vous connaissez pas le concept. Dans cet épisode, je vais évoquer d'assez loin des problèmes graves qui peuvent se produire dans le BDSM, essentiellement tout ce qui est abus et ce genre de choses. Les problèmes assez graves qui peuvent se produire dans les relations. Je ne donnerai pas vraiment de détails, mais je préfère prévenir qu'on parle de ce type de sujet. Première partie, pourquoi ce sujet et une présentation des red flags ou drapeaux rouges. Ça fait longtemps que je voulais parler dans mon podcast des problèmes nombreux que posent les fameux red flags. J'ai beaucoup à dire sur le sujet et j'y reviendrai certainement dans d'autres épisodes. Mais là, j'ai choisi de me concentrer sur un point précis qui est dans le titre et que je vais réexpliquer tout à l'heure et qui est un point majeur en fait, un point bloquant qui est vraiment problématique. Et sinon, la raison qui a été le déclencheur, c'est comme d'habitude, ce que j'ai pu voir passer dans des forums et aussi sur YouTube. J'ai vu passer un certain nombre de choses, des remarques, des commentaires, bref, un certain nombre d'éléments qui m'ont fait reprendre un intérêt sur ce sujet des red flags, parce que j'en ai vu beaucoup, des red flags dans ces textes et surtout dans ces vidéos. Ça m'a rappelé qu'il était vraiment temps d'aborder le sujet, de commencer à aborder le sujet. Avant de commencer, je veux préciser que vous pouvez trouver sur mon site univers-bdsm.info 3 articles liés aux rencontres qui traitent des problèmes, des risques lors des rencontres BDSM. Un de ces articles est dédié aux red flags justement, et bien entendu il est beaucoup plus détaillé que ce que je vais présenter dans cet épisode-ci, puisque dans cet épisode je vais me restreindre à un groupe de problèmes précis. Si vous voulez donc aller plus loin, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur mon site dans la zone débutant. Dans la série Comment bien débuter en BDSM, vous trouverez donc ces 3 articles qui s'appellent Minimiser les risques lors des rencontres BDSM. La deuxième partie traite des red flags. C'est un gros article, il fait des dizaines de pages et il présente à peu près tout ce qui est intéressant de savoir et notamment les problèmes parce que 90% de l'article c'est les problèmes, tout ce qu'il est donc bon de savoir sur ce sujet. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est exactement que les red flags ? Les red flags, vous savez déjà ce que c'est. C'est impossible que vous ne sachiez pas ce que c'est. Par contre, peut-être que vous ne connaissez pas le nom et leur usage dans le contexte du BDSM, mais par contre, le concept en lui-même, forcément vous le connaissez parce que tout le monde le connaît et tout le monde l'applique à des degrés divers. Les red flags, drapeaux rouges en français, ce sont les signes d'alerte. Ces signes d'alerte, c'est tout ce qui est indicateur d'un problème potentiel avec une personne, par exemple, que vous allez croiser tout simplement dans la rue, mais surtout, l'intérêt des red flags, en fait, c'est d'essayer de prévoir les problèmes qu'il y aura avec une personne avec qui, par exemple, vous allez travailler, avec qui vous allez être en relation amicale, ou évidemment, beaucoup plus important, si vous voulez faire des rencontres, et notamment des rencontres BDSM, évidemment. Donc leur objectif à ces red flags, c'est de vous permettre de juger à l'avance en fonction du comportement d'une personne que vous rencontrez ou avec qui vous échangez, ou dont vous voyez simplement les actions dans la rue. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de vous permettre de voir si cette personne a une bonne attitude ou si elle a des problèmes flagrants, qui forcément après sont un indicateur extrêmement fort qu'il y aura des problèmes, que ce soit en tant que personne avec qui vous allez avoir une relation, même si c'est juste une relation amicale, ou même au travail. Parce que au travail, par exemple, évidemment, quand on fait un entretien d'embauche, si vous voyez quelqu'un qui se comporte mal, qui est par exemple agressif ou agressive, ça, par exemple, c'est un signe d'alerte. Personne de sensé ne va vouloir embaucher quelqu'un qui se comporte mal dès l'entretien d'embauche. C'est évident. N'empêche qu'on trouve pas mal de monde qui n'est pas capable de masquer son sale caractère, même lors d'un entretien d'embauche. J'ai entendu plein d'histoires absolument effarantes à ce niveau-là. Donc vous voyez, tout ça, vous le saviez déjà en fait. La seule chose que peut-être vous ne saviez pas, c'est que en anglais, on appelle ça un red flag. En français, ça sonne pas super bien en fait, avec drapeau rouge. C'est pour ça que moi je préfère signe d'alerte en fait. Donc pour résumer en une phrase très brève,
Le but, c'est identifier les personnes à problème. C'est à ça que servent les red flags. Les exemples caractéristiques que vous pouvez voir quand par exemple vous sortez lors d'une réunion BDSM, prenons cet exemple puisque nous sommes dans le BDSM, c'est le comportement des personnes autour de vous vis-à-vis, par exemple, du serveur ou de la serveuse dans le bar ou le restaurant. Il y a des personnes qui sont horriblement désagréables avec des personnes qu'elles jugent entre guillemets inférieures. Ça, c'est un signe d'alerte majeur. Pour moi, c'est un des plus gros signes qui existent. Vous avez des choses aussi, j'en ai déjà parlé pas mal de fois dans des articles et même dans des épisodes, vous avez les personnes qui se comportent mal sur leur profil de site de rencontre. C'est absolument incroyable ce qu'on peut trouver. Sur les sites BDSM, on trouve des perles, mais c'est complètement fou. Vous avez des personnes qui écrivent des insultes, des menaces, qui délirent complètement avec des tas de choses, plus évidemment tout ce qui est homophobie, blablabla, tous les i que vous pouvez imaginer. Enfin, c'est épouvantable ce qu'on peut trouver sur des sites de rencontres BDSM. Je suis toujours stupéfait par ça. Il est évident que quand vous voyez des gens se comporter comme ça sur leur profil alors qu'ils veulent faire des rencontres, que c'est plus qu'un signe d'alerte, c'est un méga signe d'alerte. Personne de sensé ne va vouloir entrer en relation, même juste amicale, avec des gens qui se comportent comme ça. C'est vouloir attirer les ennuis, c'est évident. Et je vais vous citer un dernier exemple réel qui m'a été raconté par une copine qui est comme moi à fond dans BDSM. Elle m'avait raconté que dans l'optique de rencontre, elle avait été invitée à dîner par un homme dominant parce que elle est soumise, mais ça n'a pas d'importance pour la suite. Et donc le gars en question, qu'elle n'avait jamais vraiment rencontré, elle avait pas beaucoup discuté avec lui sur internet, pendant tout le repas, il avait fait des blagues racistes. Pendant tout le repas. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi il n'y a jamais eu de deuxième rendez-vous? Non, évidemment. Maintenant, si on regarde comment les red flags sont utilisés dans un contexte BDSM, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez trouver aisément, et si vous allez regarder mon article sur le sujet, vous verrez que j'ai fait un regroupement dans différentes sections d'articles qui justement en contiennent des red flags. En fait, ce type d'articles, ce sont des listes, en fait, dans lesquelles vous trouvez présentés successivement plein de signes d'alerte, avec parfois une explication, mais souvent pas vraiment d'explication, de pourquoi c'est un signe d'alerte, pourquoi est-ce que vous devriez en tenir compte. Et dans certains articles, vous pouvez en trouver des dizaines. Les plus gros articles que j'ai pu trouver, ça dépassait la centaine. Parce que quand on parle de ce sujet, presque toujours la façon dont c'est fait, le format en fait, c'est donc présenté sous forme de liste, pas forcément d'ailleurs ordonné, c'est-à-dire pas forcément du signe d'alerte le plus important au moins important, c'est souvent en vrac, et ça va du 10 red flags sur le BDSM, le titre de l'article, à tout simplement des choses du genre les red flags, les signes d'alerte, etc. Ce qui est très important de noter, c'est que ces articles se présentent toujours comme étant une sorte de référence, quelque chose d'évident, quelque chose de vrai, et aussi ils présentent le concept des red flags comme étant quelque chose d'important, de vital et d'évident. C'est un gros problème. C'est un très gros problème. Alors, les red flags en soi, ça a totalement du sens. C'est quelque chose que, je l'ai dit tout à l'heure, vous utilisez, même si vous n'y pensez pas explicitement, ah, ça c'est un red flag. Vous savez immédiatement quand vous voyez un mauvais comportement, par exemple, qu'il y a un problème, donc la personne est à éviter. Donc, le concept a totalement du sens. Ça, c'est clair, et d'ailleurs, dans l'article que j'y ai consacré, j'en ai listé un certain nombre de red flags dans le contexte du BDSM qui ont vraiment du sens. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui les ignorent souvent, les red flags qui ont du sens. Et ça, c'est un gros problème, mais ça mériterait un autre article. Le souci, c'est pas ça. Les red flags, ça a du sens en soi, mais le problème, c'est que tous n'ont pas de sens. Il faut s'en servir correctement. Et malheureusement, dans les listes, vous aviez compris là où j'allais en venir, dans toutes ces listes-là dont je viens de parler, si vous regardez mon article, vous verrez, j'en ai extrait quelques-uns et je vais en reciter quelques-uns rapidement à la fin. Dans toutes ces listes, vous avez plein de soi-disant red flags qui ont zéro sens. Et je suis très gentil parce que, en fait, j'irais dire que la majorité sont stupides. Et je suis très gentil de dire que ça. Il y en a, c'est simple, vous vous demandez, mais qu'est-ce que les personnes qui écrivent ça ont dans la tête? Ça a aucun sens. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc le concept est bon. Ce qui est bien dommage, c'est que quand on regarde les listes de red flags sur le BDSM, c'est bourré de trucs, il n'y a pas d'autre mot, qui ont zéro sens et qui sont toxiques, qui sont salement toxiques. Je vais y revenir. Deuxième partie, les deux problèmes majeurs des red flags quand vous débutez ou voulez vous lancer dans BDSM. Ce qui est probablement le plus gros problème, et c'est vraiment un problème de fond, et c'est
choquant, absolument choquant, c'est que quand vous regardez le ton et l'attitude utilisés, les raisonnements utilisés, à de rares exceptions, il y a donc quasiment toujours une attitude anti-homme, et notamment les red flags visent les hommes dominants hétéros. C'est important de noter hétéros, je vais y revenir. Donc il y a un sexisme absolument fou, parfois ça atteint carrément la misandrie, la haine des hommes, et l'optique de la majorité des conseils, dans certains cas les listes entières sont dédiées uniquement à un cas, une situation, c'est donner des conseils, des avertissements donc, dans une optique uniquement femme soumise qui recherche un homme dominant. Un très grand nombre de conseils, suggestions, d'avertissements sont explicitement marqués dans ce sens-là, et la plupart des autres sont implicitement dans cette direction aussi. En résumé, pour dire les choses de façon simple, la plupart du temps, ces articles sont écrits pour un type de personne, ce sont les femmes qui ont des envies de soumission donc. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. D'abord, je vais ignorer le fait que c'est ultra réducteur de ne parler que des types de relations, domination-soumission, peu importe que ce soit homme et femme, ça on s'en fiche. Dans le BDSM, il y a plein d'autres choses qui sont pas aussi clairement de nature domination, etc. Mais je vais pas insister sur ce sujet, on va simplifier parce que sinon je suis parti pour vous en parler pendant 1 heure. Donc ici, j'ai même pas besoin de souligner parce que ça a dû vous frapper immédiatement, le sexisme est fou, c'est complètement délirant. Et le nombre de problèmes est absolument hallucinant. Alors, commençons d'abord par une chose, un problème de fond qui est très présent dans le BDSM, et malheureusement j'ai constaté que ça avait plutôt tendance à augmenter. C'est l'idée que forcément, quand il y a des problèmes, quand il y a des abus, le coupable, ce sera toujours un homme. Et de façon quasiment systématique, en fait, ce sera toujours un homme dominant, donc. Excusez-moi d'être vulgaire, mais tout ça, c'est des conneries. Et en plus, c'est très dangereux de propager ce genre d'idées. Pourquoi ? D'abord, toute personne qui connaît un tout petit peu comment ça se passe dans les relations hommes-femmes, et encore plus dans les relations BDSM, a vu que les personnes qui ont des sales caractères, des sales comportements, etc., il n'y a pas que des hommes dominants. Il y a aussi des hommes qui sont pas dominants, et il y a aussi des femmes qui peuvent être dominantes, ou soumises, ou plein d'autres choses. Franchement, c'est choquant de toujours vouloir ramener ça non seulement aux hommes, mais surtout aux hommes dominants, alors qu'il suffit de regarder un tout petit peu autour de soi, et puis d'avoir un tout petit peu de recul. C'est évident que les personnes qui ont des sales comportements, des sales caractères, ce sont pas que les hommes, ce serait trop beau, et que les hommes dominants seraient encore beaucoup plus beaux, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait résoudre le problème. Non, on peut trouver des hommes et des femmes, quel que soit leur type de profil BDSM, domination et toutes les autres possibilités, puisqu'il y en a beaucoup d'autres, qui sont horribles, qui se comportent mal et qui vont jusqu'à donc des abus, des violences, etc. Et tout y passe. Vous pouvez trouver facilement des exemples, il suffit d'aller lire les forums, il suffit d'aller lire les témoignages. Personnellement, j'en ai rencontré des personnes de tous les types qui étaient horribles, notamment lors d'événements BDSM, et il y avait largement autant de femmes que d'hommes. C'était pas très beau à voir, d'ailleurs je me suis plaint déjà pas mal de fois de ces problèmes de comportement. J'ai vu des hommes qui se comportaient comme des vrais sauvages, et j'ai vu des femmes qui se comportaient comme des vrais sauvages. Et une idée vraiment que je trouve hyper toxique, parce que j'ai vu que c'était faux même personnellement, c'est cette idée que parce qu'on est une femme qui a des envies de soumission BDSM, forcément ça veut dire que non seulement on est une victime, mais qu'on a forcément bon caractère, etc. Et ça fait des années que j'explique. Ce qu'on fait au lit ne nous définit pas en dehors. C'est pas parce que au lit on a envie de faire ci ou ça, que ce soit domination, soumission, sexe à 3, tout ce que vous voulez, que ça dit quelque chose sur la personnalité en dehors du lit. Il y a plein de personnes qui sont plutôt soumises ou qui aiment faire des choses dans le type soumission et qui, en dehors de la période pendant laquelle donc on fait du BDSM, etc., ont une personnalité radicalement différente. Il y a des personnes dedans qui peuvent être très très dominantes, mais pas de la bonne façon, pas de la façon BDSM, de la façon désagréable, qui peuvent avoir des sales caractères, être absolument odieux au travail par exemple, ce genre de choses. Personnellement, j'en ai rencontré des femmes soumises comme ça qui avaient des attitudes absolument épouvantables. Et je peux vous dire que les red flags, elles en émettaient à plein, à fond la caisse, c'était effrayant. En résumé, toutes ces listes posent un gros problème de fond avec cette attitude, toujours qui est hyper sexiste, mais aussi anti-dominant. Homme dominant, bien entendu. Et ça pose des problèmes sournois, mais je vais y revenir dans un instant. Donc vous voyez, là il y a déjà un problème de fond, c'est cette attitude qui est très négative, très anti-homme, etc. Donc c'est vraiment un problème de fond, un problème majeur. Passons maintenant au deuxième problème qui découle du précédent, je pense que vous vous en doutiez un petit peu, c'est que si on regarde ces listes de red flags, donc de signes d'alerte, et qu'on essaye vraiment de les appliquer,
C'est-à-dire qu'on les suit, qu'on respecte le signe d'alerte. Ah ben, si telle personne réagit de telle façon, si elle n'a pas tel ou tel critère, si elle répond pas à telle ou telle exigence, alors c'est un problème, c'est un signe d'alerte donc. Eh bien, tenez-vous bien. Si vraiment on veut respecter les red flags qu'on trouve dans les listes dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qu'elles contiennent est tellement délirant que presque personne ne peut faire de BDSM, mais surtout, si vous êtes un homme débutant, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des velléités de domination BDSM, alors vous ne pouvez pas faire de BDSM. C'est-à-dire, on vous permet même pas de démarrer, vous n'avez pas le, entre guillemets, droit de faire du BDSM. Ça vous est impossible, faire du BDSM vous est inaccessible. Et soyons bien clairs, je n'exagère pas, je n'en rajoute pas, malheureusement, et tout ce que je vous dis là peut vraiment être constaté aisément en allant lire un certain nombre de ces listes. Maintenant, pour bien enfoncer le clou, je vais vous résumer la situation en vous présentant les choses sous un angle qui est absolument frappant, choquant même, et que j'utilise dans mes articles quand je parle du problème que posent les red flags tels qu'ils sont présentés. Parce que c'est là le problème, on est bien d'accord. C'est la façon de les présenter, c'est pas le concept le problème. Donc tenez-vous bien, voici mon résumé en 3 points, une démonstration par l'absurde du ridicule auquel on en arrive en suivant ces listes. Donc si on suit sans réfléchir, bien sûr, parce que c'est là le problème. Si on suit sans réfléchir tous ces red flags, alors on tombe dans les situations suivantes. 1. Moi, Larry, l'auteur du site univers-bdsm.info, je ne passe pas un très grand nombre de critères qu'on trouve dans ces listes. Je vous laisse quelques secondes pour comprendre le problème. Je ne les passe pas. Vous trouvez ça bizarre? Attendez la suite. 2e point, plein d'abuseurs, de prédateurs, de violeurs notoires passent les critères que moi je ne passe pas. Là aussi, je fais une petite pause pour bien vous laisser prendre la mesure de la gravité du problème. Et évidemment, le 3e point, mais là, c'était évident et je l'ai déjà dit tout à l'heure, ils rendent impossible de débuter en BDSM, essentiellement pour les hommes dominants, comme j'ai expliqué tout à l'heure. J'aurais même pas besoin d'en dire plus. Je veux dire, c'est dément, c'est complètement fou. Comment est-ce que c'est possible d'en arriver là? Alors, je sais que je me répète, mais ce que je viens de dire, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas de l'hyperbole, c'est à 100% vrai. C'est vraiment, vraiment comme ça. Après ça, si vous comprenez pas à quel point donc ces listes sont absurdes, je peux vous encourager qu'à une chose, c'est d'aller les consulter et de vous rendre compte que j'ai vraiment pas exagéré et que c'est vraiment du n'importe quoi. Et je suis très gentil, je pourrais utiliser un vocabulaire beaucoup plus dur. C'est n'importe quoi et c'est toxique. Le problème, évidemment, vous vous en doutez, c'est que la façon dont les personnes présentent tous ces trucs-là, tous ces red flags, tous ces signes d'alerte, elle est complètement stupide, ils prennent pas de recul. C'est très rare que dans les listes en question, ils tiennent par exemple compte des personnes qui débutent. Mais c'est pourtant majeur, les personnes qui en ont le plus besoin de ces avertissements, à condition qu'ils soient bien, ce sont justement les personnes qui débutent. Toutes les personnes qui débutent, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, et puis de toute façon tous les types de personnes qui sont intéressées, peu importe les profils, qu'on soit dominant, soumis ou toute autre variation. C'est super important en réalité, parce que des red flags, des signes d'alerte pertinents, ça peut vraiment aider, parce que parfois, j'ai remarqué, souvent, malheureusement en fait, les personnes ne se rendent pas compte que tel ou tel comportement est un signe d'avertissement assez grave, et parfois très grave. La plupart sont plutôt du bon sens, bien sûr, mais il y en a qui sont un peu plus subtils. Donc là, vous voyez, je vous ai présenté une situation qui est complètement folle. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un comme moi soit donc, si on suit ces listes, considéré comme étant quelqu'un à éviter, alors que des gens dont tout le monde sait, du moins les personnes qui fréquentent les forums, les événements BDSM, etc., et qui sont notoires, c'est pour ça que j'utilise le terme, on sait parfaitement que ces personnes ont énormément de squelettes dans les placards, et dans un grand nombre de cas, dans un monde juste, ces gens-là seraient la cible de la justice et probablement en prison, et ces gens-là, eux, n'ont aucun problème parce que ces critères, qui sont stupides, ces critères donc, ils peuvent les passer aisément. Personnellement, je trouve ça extrêmement choquant. Le plus choquant, évidemment, le plus dérangeant, c'est la deuxième partie, c'est le fait qu'il y ait des abuseurs, prédateurs, hommes et femmes entre parenthèses, notoires donc, qui arrivent à passer les mailles du filet. Ça montre bien qu'il y a un problème de fond. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Moi, j'ai les bras qui m'en tombent chaque fois que j'y pense. Alors, je vais vous donner quelques exemples, justement, de ces critères qui sont les plus problématiques,
J'aurais énormément de choses à dire sur le sujet, mais là je vais me restreindre à un certain nombre d'exemples particulièrement critiques et qui expliquent la différence entre moi par exemple et donc ces horribles personnes qui sont notoires, que tout le monde sait être coupables, hein. Et a fortiori, évidemment, il y a aussi la différence avec vous si vous êtes dans le cas d'une personne qui veut se lancer dans le BDSM ou qui vient de démarrer, et plus encore hein, si vous êtes un homme. Une première chose que je dois préciser, la plupart de ces listes, elles sont écrites par des personnes qui sont américaines essentiellement, et donc c'est très, mais alors très fortement américano-centré, c'est-à-dire les personnes écrivent dans le contexte des USA, mais ne précisent pas que ce qu'elles disent c'est pour les USA, et donc quand vous arrivez dessus, il y a carrément des fois des choses, c'est incompréhensible. Et j'exagère pas, je veux dire, il y a des choses, si par exemple comme moi vous vivez en France, si vous connaissez pas très bien déjà les USA, vous comprendrez pas de quoi elles parlent ces personnes, parce que vous dites, c'est quoi ce truc? Ça existe? Et vous aurez vraiment des grosses surprises, parce que il y a des différences culturelles importantes. J'en avais parlé dans mon épisode 38, dans lequel je présentais le problème des différences culturelles dans le BDSM. Et entre la France et les USA, par exemple, il y a beaucoup de différences, hein, je l'avais expliqué dans cet épisode, mais même en dehors du BDSM, vous avez plein de différences culturelles, évidemment, et dans les critères, vous avez des fois des choses qui sont totalement inexistantes en France. Plus vous avez le problème donc des attitudes qui sont différentes, etc., ça pose plein de soucis. Alors quels sont donc quelques-uns des critères majeurs qui posent un problème de fond, hein? Le premier, à mon avis, c'est le côté réputation et communauté. Je sais que je me répète, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, la communauté dans le BDSM, c'est quelque chose de galvaudé, ça n'existe pas vraiment. En France, en tout cas, ça n'existe pas. Vous avez, on peut le dire, des petites communautés, des micro-communautés, mais parler de communauté, c'est totalement absurde, hein, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, si vous regardez un tout petit peu dans les forums et ce qui se passe dans les événements, vous en apercevrez très vite. En plus de ça, c'est entre guillemets communauté, regroupement, les endroits où les gens vont pour les événements, mais aussi je vais ajouter tous les forums, etc. hein. Ça représente une quantité, je l'ai déjà dit plein de fois, de personnes qui est ridicule. C'est moins de 0,1% des gens qui font du BDSM en France, par exemple. Et si vous regardez les personnes qui vont dans des événements BDSM, c'est au plus, et déjà je suis très généreux, 0,01%. Ouais, 0,01%, vraiment. Je sais, ça surprend. Mais si vous regardez le nombre de clubs, le nombre de soirées comparé aux 5 millions de personnes qui font du BDSM en France, vous voyez très vite où est le problème. Donc l'idée là, c'est que si vous n'avez pas une réputation, entre guillemets, si vous n'êtes pas connu de la, entre guillemets, communauté, et ça, le thème de la communauté, c'est récurrent dans les listes de red flags. C'est un des points dont ils parlent le plus, alors que ça a aucun sens. Même aux USA, hein, c'est très exagéré. Hein. Donc admettons, ils parlent de la communauté, entre guillemets, locale, le club BDSM du coin. Voilà, disons que c'est ça. Hein. Vous voyez le problème? Comment est-ce que vous faites, vous qui allez débuter, si c'est votre cas, ou qui avez des velléités de vous lancer, comment vous faites pour avoir une réputation? Comment vous faites pour aller dans des clubs alors que, pour la plupart des gens, il n'y en a pas à proximité, ou bien ils sont inaccessibles financièrement? Même, admettons, vous n'avez pas de problème d'accès, vous n'avez pas de problème d'argent, vous pouvez dépenser quelques centaines d'euros, vous pouvez vous le permettre. Vous allez dans le club. Est-ce que pour autant ça va vous construire une réputation? Ce serait trop simple. En plus de ça, cette réputation, à votre avis, elle est pour qui? Elle est pour l'infime minorité de personnes que vous allez rencontrer. Quel intérêt ça a d'avoir des personnes qui vous connaissent dans 0,01% des personnes qui font du BDSM en France? Quel est l'intérêt? Zéro, évidemment. Parce que la personne qui sera en face de vous, elle va probablement pas faire partie de la communauté en question. Mais même, le concept en lui-même a pas de sens. Tout simplement parce que tout le monde aime pas sortir dans la, entre guillemets, communauté, même si elle existe, dans les soirées. Je prends mon exemple, moi j'aime pas les soirées. Voilà. Je suis comme la plupart des gens d'ailleurs, je sors pas parce que ça m'intéresse pas. La majorité des personnes en France par exemple qui font du BDSM ne sont jamais sorties dans une soirée. Une portion y a été une fois par curiosité, par exemple à une des grandes soirées qui se passent une fois par an, et ça s'arrêtera là. C'est exactement pareil que pour les soirées du genre libertinage ou échangisme, ce genre de choses. Ça aussi, c'est une toute petite fraction des personnes qui y vont, y compris des personnes qui font d'échangisme, etc. Parce que la plupart des gens n'ont pas envie d'aller dans des soirées. C'est pas pour tout le monde, et par exemple, si vous allez dans des soirées, pas BDSM, mais des soirées libertines, tout le monde n'a pas envie d'être comme ça devant d'autres personnes, même si on peut après aller se mettre dans un petit recoin ou trouver une salle vide, tout le monde n'a pas envie d'aller comme ça sortir, etc. Et là, je ne parle pas des problèmes d'argent et tout. Dans le cas du BDSM, personnellement, quand je suis allé dans des soirées, j'étais consterné parce que j'ai trouvé qu'on s'ennuyait horriblement, que c'était extrêmement cher pour ce que c'était,
Et vu que de toute façon, les soirées en soi, j'aime pas, je n'y vais pas. Conclusion, si je prends mon cas, vous m'excusez si j'utilise mon propre cas, hein, c'est pas par nombrilisme, c'est parce que c'est particulièrement frappant et choquant. Donc moi j'aime pas les soirées, donc je vais pas dans la pseudo-communauté, donc je n'ai pas entre guillemets de réputation. Et pourtant moi je débute pas, hein, je fais du BDSM depuis plus de 35 ans, alors on peut pas dire que je débute, mais je suis désolé, le fait que j'aime pas les soirées, il y a aucune raison que ce soit utilisé comme étant un signe d'alerte. Ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, comme je l'avais dit tout à l'heure, croyez-moi, vous pouvez en trouver plein des personnes qui sont abusives, etc., et qui les fréquentent, les soirées. Parce que vous vous rappelez, hein, il y a le pendant, c'est-à-dire toutes les personnes notoires qui sont horribles, et que vous trouvez donc dans les soirées, sur les forums, il y en a plein qui ont une, entre guillemets, réputation, il y en a qui sont des personnes connues, hein, mais vraiment connues, qui écrivent des livres, etc., et derrière, après, si vous cherchez un petit peu, vous pouvez trouver les squelettes, ou si vous les trouvez pas, régulièrement, il y a une explosion parce que quelqu'un a réussi à percer le mur du silence et la vérité éclate au jour et on s'aperçoit que un tel ou une telle est quelqu'un d'absolument immonde et qui, depuis des années, a commis des choses absolument épouvantables. Ça arrive régulièrement, hein. Donc clairement, ce critère, il est absurde. Il a aucun sens. C'est choquant. Une autre chose qui est souvent, très souvent, parce que ça figure dans la plupart des listes, demandée dans les listes de red flags, c'est de fournir une liste d'anciennes relations, BDSM hein, bien entendu, éventuellement, carrément, de fournir plusieurs, typiquement on vous en demande 3, relations passées, c'est-à-dire l'idée, hein, c'est la personne, donc en fait évidemment, hein, ça va être une femme à la recherche d'un homme, hein, parce que c'est toujours ça qui est visé, va contacter les personnes en question, donc d'autres femmes, pour demander, est-ce que un tel, il est bien, etc., est-ce qu'il se comporte bien, tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que j'ai besoin de souligner à quel point c'est absurde ? Comment vous faites si vous débutez ? Vous avez aucune relation passée dans le domaine du BDSM. Sinon, vous débuteriez pas. Donc là, évidemment, ça vous a sauté aux yeux. C'est absolument impossible pour un homme. C'est impossible. Parce que si on débute, par nature, on ne peut pas donner de référence à une personne qu'on aurait fréquentée avant. Sinon, on débute pas. Donc vous voyez tout à l'heure quand je disais que ça vous serait, si vous débutez ou vous voulez débuter, si vous êtes un homme en tout cas, que ça vous serait impossible, c'était pas une exagération, c'est impossible. On vous demande des choses qui sont impossibles. Alors ces demandes-là, ce sont pas les seules qui sont impossibles, mais ce sont parmi celles qui sont les plus choquantes. Je dois quand même reconnaître qu'il y a de rares listes qui disent « si vous avez déjà eu des relations dans le passé ». Donc ils prennent compte du cas où vous débuteriez. Mais ça c'est rare, c'est vraiment rare. Vous remarquez d'ailleurs que demander 3 relations, même si vous débutez pas, admettons que ce soit possible, je vais y revenir tout de suite, mais admettons que ça ait du sens. Mais comment vous faites si vous avez jamais eu qu'une partenaire ? Je dis une parce que là je parle dans l'optique d'un homme dominant, bien sûr. Comment vous faites ? Comment vous faites si, comme beaucoup de personnes, vous avez eu très peu de relations dans votre vie, peut-être même une seule, et dans le cadre d'une relation BDSM, que vous en avez eu qu'une seule ? Comment vous faites ? Vous inventez les 2 autres ? Vous voyez, même si on ne débute pas, c'est un problème. Et ensuite, il y a un autre souci, c'est que, admettons que vous avez eu dans le passé des relations avec différentes femmes, etc. Donc, vous pourriez potentiellement répondre aux critères, mais est-ce que vous avez vraiment envie de donner comme ça les points de contact de vos ex-probablement partenaires à n'importe qui que vous connaissez pas encore ? Et elles, vos partenaires, vous croyez qu'elles ont envie comme ça qu'on les contacte ? Non, évidemment. Admettons que vous donnez pas le numéro de téléphone, parce que alors là, ce serait le pompon, ce serait n'importe quoi. Admettons juste qu'on vous demande une adresse mail. C'est déjà beaucoup. Imaginez la situation. On vous demande, de nulle part, à vous, peu importe qui vous êtes, quelle est votre situation, ce que vous cherchez. Imaginez que, soudain, de nulle part, vient un message qui vous demande « Ah, tel ancien ou ancienne partenaire, voilà, on est en train de se draguer, est-ce que tu peux me donner des infos, etc. » Vous imaginez ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui auront envie de répondre à ce genre de questions. C'est quoi ça ? C'est très gênant, et puis peut-être que vous n'avez pas envie que quelqu'un comme ça, que vous connaissez pas en plus, vienne se mêler de vos affaires passées. Peut-être que vous voulez pas parler de vos affaires passées, parce que ce sont vos affaires passées, pas les siennes. Il y a plein de raisons pour ne pas avoir envie, même si ça s'est très bien passé, la relation. Même si ça s'est très bien passé, vous n'avez pas envie, non, de répondre comme ça aux demandes sorties nulle part de quelqu'un que vous connaissez pas. C'est n'importe quoi comme demande. Et en plus de ça, vous avez aussi le problème de la vie privée. Vous n'avez pas envie, comme ça, qu'on donne vos adresses à quelqu'un sans vous demander votre avis. Évidemment, vous me direz, ok, dans ce cas-là, on pourrait contourner le problème en disant, voilà, je demande par exemple à une ancienne amie avec qui j'ai fait du BDSM, est-ce que ça te dérange que telle nouvelle candidate te contacte pour que tu puisses lui dire, ok, ça s'est bien passé. D'accord, vous avez ce cas-là.
Mais dans ce cas-là, vous voyez le problème? Le problème, c'est que, évidemment, si on vous fait cette demande et que vous êtes un homme dominant, vous allez pas donner les coordonnées, les références de quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, évidemment. C'est pour ça que les abuseurs notoires dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont aucun problème à donner des tas de listes de personnes. Ah ouais, t'inquiète, pas de problème. Évidemment, parce que dans le lot, ils en ont des partenaires avec qui ça s'est bien passé, parce que les personnes qui sont abusives, elles sont pas abusives avec tout le monde. Donc elles trouveront toujours 3, 5, 10 références qui diront « Ah ouais, très bien, ouais, il est vachement bien et tout ». Et ils vont se garder de vous donner tous les noms des personnes avec qui ça a été horrible. Évidemment, personne de normal ne fournira une liste de personnes avec qui ça s'est mal passé. Même s'il n'y a pas eu d'abus, même s'il n'y a pas eu de problème de ce genre, faut reconnaître quand même, souvent quand les personnes se séparent, ça s'engueule un peu. Bon, c'est pas vraiment une découverte, ça vous est probablement arrivé, donc vous avez peut-être pas envie de remettre dans la balance les opinions de quelqu'un avec qui vous vous êtes engueulé au dernier moment lors de la séparation, même si le reste de la relation s'était bien passé. Mais le plus gros souci, c'est donc le problème que j'ai évoqué, c'est les personnes odieuses notoires et essentiellement les abuseurs notoires, qui en ont, croyez-moi, ils en ont plein des personnes qui pourront vous donner comme référence. C'est choquant de voir à quel point ça leur est facile. J'ai vu passer des exemples, c'est choquant de voir par exemple des personnes qui sont notoires, qui ont lancé des clubs, des choses comme ça, et au moment du scandale, on s'aperçoit qu'il y avait un truc horrible en dessous, mais ils avaient des dizaines de personnes qui pouvaient dire « Ah mais ouais, il est très bien, il n'y a pas de souci ». Et je dis pas ça en l'air, j'ai vraiment en tête des vrais exemples. Dans mon cas, je peux vous dire, j'ai pas du tout envie de mêler des copines, surtout des anciennes copines, à mes histoires actuelles. Si quelqu'un me demande, je vais dire, attends, non, ça a aucun sens, j'ai pas du tout envie comme ça de mettre en contact, surtout avec quelqu'un que je connais pas encore, qui est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui posait problème, je sais pas encore. J'ai pas envie de la mettre en contact, non, je suis désolé. C'est un problème de vie privée, et je me doute bien qu'un certain nombre de filles que je connais diraient « Oui, y a pas de problème, vas-y, envoie-la-moi, y a pas de souci ». Mais je veux pas faire ça, parce que je veux pas mélanger les histoires des unes et des autres. Même si ça s'est très bien passé et qu'il n'y a pas eu de souci, non. En plus de ça, comme je viens d'expliquer, ça a zéro sens. C'est beaucoup trop facile de vous envoyer des bons témoignages, y a rien de plus simple. Il y a même des personnes qui payent des gens pour envoyer des bons témoignages. C'est pas spécifique au BDSM, en parenthèse. On m'a rapporté des choses qui se passaient dans d'autres milieux de sexe adulte, qui étaient exactement comme ça. C'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Donc je pense que vous aurez aisément compris, probablement d'ailleurs que si j'avais même pas commenté, vous auriez immédiatement perçu le problème. Ces critères que je viens de présenter, non seulement ils ont pas de sens, non seulement ils peuvent être entièrement bloquants pour quelqu'un qui veut se lancer, mais en plus de ça, ils sont aisément contournés par les personnes, justement, contre qui on a voulu créer la notion même des signes d'alerte et les listes en question. Je viens de vous montrer des exemples là, où il est très facile pour les personnes qui sont abusives notoires de contourner toutes ces pseudo-barrières, toutes ces signes d'alerte, et ça leur est extrêmement facile. Alors du coup, vous voyez bien, ça a plus aucun intérêt. Je reprécise quand même, pour être bien clair. Il y a plein d'autres signes d'alerte qui, eux, ont du sens et qui peuvent vraiment vous aider. Mais pas ceux-là. Ceux-là, ils sont stupides. Il n'y a pas d'autre mot. De façon générale, un gros problème avec toutes ces listes, avec ces attitudes qui sont très nocives, je vais en reparler tout à l'heure. Le gros problème de fond aussi, je l'avais pas évoqué, mais là je l'évoque rapidement, c'est l'idée que le BDSM c'est radicalement différent du reste. Mais non, ça fait des années que je le dis ça. Le BDSM, c'est pas radicalement différent d'une relation non BDSM. Une relation, c'est une relation. Après que vous ajoutiez dessus, par exemple, de l'échangisme, de faire des films porno, du libertinage, des pratiques de type BDSM, ça reste une relation. La majorité des choses qui se passent sont les mêmes. C'est pas parce qu'on ajoute par-dessus des choses qui sont un peu plus olé olé éventuellement, parfois qui sont mal vues, tabous, essentiellement le BDSM, bien entendu, c'est pas pour autant que c'est radicalement différent. Je sais bien, il y a des gens qui vont dire que c'est très différent, mais là on tombe dans le cas des extrémistes, c'est-à-dire quelques dizaines de personnes en France, on peut les ignorer, c'est des cas tellement extrêmes et rares qu'on peut les ignorer. C'est pas le cas normal, le cas moyen, c'est juste une relation classique sur laquelle on rajoute un certain nombre, plus ou moins intense, plus ou moins fréquente évidemment, de pratiques BDSM, puisque là je suis en train de parler de BDSM, mais fondamentalement c'est pas totalement différent. Pourtant, quand on lit toutes ces listes, on a l'impression que c'est un autre monde, un autre univers, quelque chose d'autre. Et cette façon de voir les choses, c'est un gros problème dans le BDSM. C'est un des plus gros problèmes qui soit dans le BDSM à mon avis. Parce que ça contribue à en rajouter dans le folklore, dans les délires sur le BDSM, et ça contribue beaucoup à
propager les mythes, le folklore nocif, parce qu'il y a du folklore qui est pas forcément nocif, bien sûr. Bref, des mauvais aspects du BDSM sont renforcés par cette idée. Et ça facilite les choses, entre parenthèses, pour tout ce qui est personnes abusives. Troisième partie, les conséquences souvent incomprises des red flags. Évidemment, dans cette partie, je parle des mauvais red flags, vous l'auriez compris. Je viens d'en citer là 2 grands exemples qui sont particulièrement absurdes et qui sont particulièrement problématiques. Il y en a pas mal d'autres, et je voudrais en citer un en particulier qui va me servir à vous illustrer un autre problème qui est un tout petit peu souvent ignoré, mais qui est fondamental, et qui est une des grandes limites évidentes, entre parenthèses, de l'utilisation de ces listes qui sont donc si mal fichues. Un autre critère que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais j'aurais pu l'évoquer dans la partie précédente en fait, c'est l'idée que quand vous êtes un homme, bien sûr, parce que c'est toujours dans la même direction, vous devez, c'est une obligation, vous devez fournir une carte d'identité. Ou au minimum, de façon plus générale, vous devez donc donner votre vraie identité. Je vous laisse réfléchir un petit peu aux conséquences. On parle de BDSM. Vous êtes face à quelqu'un que vous connaissez pas encore, évidemment, peut-être avec qui ça marchera pas, parce que dans les rencontres, la plupart du temps, ça marche pas. Et donc, le BDSM, c'est tabou, etc. J'ai pas besoin de vous le répéter, en long, en large, en travers, vous le savez. C'est sensible. Donc, la plupart des gens sont quand même assez méfiants et méfiantes quand on évoque le sujet. Donner sa vraie identité, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Bien sûr, si ensuite vous, entre guillemets, faites affaire ensemble, que la rencontre devient une relation, là, bien entendu, il y aura probablement pas beaucoup de problèmes, et tôt ou tard, surtout si vous allez dans l'appartement ou la maison d'un des 2 parties, forcément, là, on finira par connaître l'un et l'autre, l'une et l'autre, l'identité de chaque personne, évidemment. Mais là, on n'en est pas à cette étape-là, là. Quelle personne sensée va accepter de donner comme ça son identité, sa vraie identité, à une complète inconnue, alors qu'on parle d'un sujet qui est très sensible, très tabou. Vous avez aucune idée si la personne en face, par exemple, déjà est la vraie personne, et pas un troll ou une troll, parce que ça arrive souvent. Et vous savez pas si la personne va pas peut-être diffuser cette info-là. Vous imaginez les conséquences? Et ça arrive, ce genre de choses. Donc de façon évidente, je devrais même pas avoir besoin de donner des détails, ça aussi, ça fait partie des grandes demandes qui sont totalement absurdes. D'autant plus absurde que, vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais parlé des cas des personnes, des hommes abuseurs notoires, qui répondent aisément aux critères. Vous en avez qui peuvent fournir et qui acceptent de fournir leur vraie identité. Eh oui, donc ça aussi c'est pas du tout un bon critère. La raison c'est que, d'abord, il y en a, ils sont notoires, donc ils sont connus, vous avez même pas besoin de demander la carte d'identité, on sait où ils sont puisque par exemple, ça va être le responsable d'une soirée, ou d'un club, ou de telle association, etc. Ou bien c'est quelqu'un qui a écrit des bouquins, j'ai plein d'exemples réels comme ça. Donc ces personnes, de toute façon, il n'y a pas besoin de demander la carte d'identité, on sait qui elles sont. Mais de façon générale, avoir la carte d'identité de quelqu'un, ça sert à rien. Ça vous prouve rien en amont, évidemment, ça on s'en doutait. Mais l'idée c'est, si j'ai la carte d'identité, si ça se passe mal, connaître l'identité, ça permet d'aller se plaindre à la police en disant voilà c'était un tel. Mais le problème que vous connaissez forcément, c'est que il est extrêmement difficile d'obtenir gain de cause, même quand on a totalement raison, même quand on a plus ou moins des preuves qui sont généralement difficiles à sortir, à présenter. Vous le savez bien, ça c'est un problème qui est ultra connu et c'est un très 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 gros problème, donc j'entre pas dans les détails. Et si c'était si simple, si ça marchait tant que ça, vous croyez que tous ces abuseurs notoires là, ils seraient pas depuis longtemps aux mains de la justice? Non évidemment, c'est bien là le problème. Ces gens-là, on sait parfaitement qui ils sont. Et pourtant, ils n'ont pas été inquiétés pendant des années, parfois des dizaines d'années. C'est une bonne illustration, enfin quand je dis bonne, on se comprend, c'est une façon de parler. C'est une triste illustration du problème. Ça sert à rien. De toute façon, de nos jours, ça sert doublement à rien, parce que presque tout le monde utilise un mobile, un téléphone portable, et quand on a le téléphone portable de la personne, c'est pas difficile pour la police, pour la justice, de retrouver qui est derrière. Donc l'histoire de la carte d'identité, de nos jours, c'est particulièrement inutile et stupide. Maintenant que je vous ai présenté ce troisième exemple, je vous avais dit que j'allais en profiter pour vous montrer un gros problème avec ce type d'exigence. Le problème, peut-être que vous y aviez pensé dès le départ d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui empêche l'homme dominant de demander, lui aussi, avoir la carte d'identité de la femme soumise qui est en train donc de lui demander sa vraie identité. Et oui, pourquoi est-ce que ce serait unidirectionnel? Il n'y a pas de raison. Si on regarde en plus les relations hommes-femmes hétéros dans le BDSM, il y a énormément de faux profils.
ce serait parfaitement légitime pour un homme méfiant, et qui aurait raison de se méfier parce qu'il y a vraiment beaucoup de faux profils, de demander à voir des vraies photos et surtout avoir une carte d'identité pour prouver que c'est quelqu'un de vrai et que c'est une femme qui est en face. Parce qu'il y a plein de trolls qui font semblant d'être une femme, qui se déguisent uniquement pour aller troller les autres, ou pour le fantasme parfois. C'est parfaitement légitime, du coup, du point de vue d'un homme, de demander la réciproque à une femme. Et il n'y a pas vraiment d'argument pour dire « Ah bah non, je veux pas ». Ou alors si elle refuse, alors pourquoi est-ce que lui, il devrait être obligé de le faire? Surtout quand on voit tous les risques, parce que c'est vraiment risqué quand même. Le BDSM, ça reste très tabou, c'est risqué de montrer sa carte d'identité, surtout quand on n'est pas sûr que la personne en face est qui elle dit être. Et ça, vous voyez, c'est un gros problème, cette histoire de réciprocité. Dans la plupart des listes, on vous présente les choses uniquement dans la direction « les femmes ont le droit d'exiger », parce que c'est exiger, c'est presque toujours mis dans cette direction-là. C'est exiger quelque chose de la part du potentiel partenaire homme dominant. Mais il n'y a aucune raison à ça. Pour un très grand nombre de choses, c'est-à-dire toutes celles qui demandent de la bonne foi, une preuve de bonne foi de la part d'un homme, qui demande de montrer ci, montrer ça, les témoignages, tout ça, il n'y a absolument aucune raison que ce soit pas réciproque, que l'homme ne puisse pas faire la même demande. Et ça, je le mets toujours en avant, parce que quand on parle comme ça des listes de red flags, c'est toujours présenté « Ah oui, il faut faire ci, attention, méfie-toi s'ils respectent pas les red flags, les signes, oulala ». Et moi, ce que je fais pour les remettre à leur place, je dis « Ok, très bien, t'es une femme soumise, tu veux exiger ceci et cela de la part d'un candidat, ok ?» Et donc je pose la question « Mais est-ce que toi, est-ce que tu accepterais les mêmes exigences de la part de ton potentiel partenaire ?» Je peux vous dire que là, la réponse... ça va pas souvent être oui. Évidemment, parce que pareil, une femme n'a pas eu forcément 3 partenaires, elle n'a pas forcément envie de donner des références, elle ne fréquente probablement pas les soirées, elle a certainement pas envie de donner sa carte d'identité, ou alors faut vraiment être inconsciente, et je pourrais vous en citer des dizaines d'autres, comme ça, des critères, des exigences, qui quand on les prend pour soi-même et non pas comme étant des choses qu'on exige de l'autre, peu importe qu'il soit un homme ou une femme d'ailleurs, soudain, quand on se dit « Ah ouais, si c'est à moi qu'on le demande, ça donne vraiment à réfléchir, on fait une pause et on se dit c'est risqué, non? Ou bien c'est problématique, ou bien tout simplement je suis pas capable de le faire, si vous avez par exemple pas eu de relation passée, ou j'ai pas envie, comme moi il y a plein de choses, j'ai pas envie de les fournir, je suis désolé, c'est ma vie privée. Vous voyez, quand on retourne les choses, soudain les réactions, elles changent plus qu'un petit peu, et malheureusement ça vous le trouvez jamais dans les listes de red flags. Ils se gardent bien de dire ça. Il se garde bien de dire que si vous êtes une femme qui fait une demande, qui a une exigence de preuve de ceci, de cela, que c'est parfaitement légitime de faire l'inverse, et là, que vous allez être coincé. Parce que si vous le demandez, et que vous refusez la réciproque, il est parfaitement légitime de la part de l'homme en question, le candidat potentiel, de trouver que peut-être c'est un signe d'alerte pour lui. Évidemment, il n'y a pas de raison que ce soit pas aussi un signe d'alerte pour lui, après tout. Vous voyez, là, je pense que je vous ai montré qu'il y a vraiment de très gros problèmes là-dedans. De très gros problèmes. Et je voudrais terminer sur un dernier point. Ce dernier point, c'est l'explication de pourquoi je pense que c'est si important de parler de ce sujet. J'ai 3 raisons majeures. Je pourrais en ajouter d'autres, mais il y a 3 raisons majeures. La première raison pour laquelle je veux attirer l'attention sur les red flags et leur mauvais usage, je me répète, je sais, mais on parle bien du mauvais usage. Les red flags ne sont pas en eux-mêmes fondamentalement une mauvaise idée. Leur mauvais usage pose beaucoup de problèmes. Je viens déjà d'en évoquer un certain nombre, donc je fais un récapitulatif. Premier point. D'abord, ils vous font peut-être du tort à vous, et peut-être même sans que vous le sachiez, sans que vous le réalisiez. Je m'explique. Imaginons donc que vous êtes dans le cas, un homme dominant, avec une relation potentielle de rencontre, etc., avec une femme soumise. Je prends ce cas-là puisque c'est celui qui est presque toujours utilisé. Si la femme en question consulte les listes dont je viens de parler, surtout celles qui contiennent beaucoup de stupidité, celles qui contiennent de mauvais conseils, eh bien vous pouvez vous retrouver dans la situation où elle, si elle ne réalise pas que ça n'a pas de sens, va utiliser donc les conseils des listes, se rendre compte que il débute, il a pas de relation passée, il n'y a pas de référence. Il est possible, tout à fait possible même, que, en regardant votre profil par exemple, elle voit ce qu'elle croira, à tort la plupart du temps, être un signe d'alerte, et donc, soit vous serez pas contacté, ce qui est le pire, soit ça tombera à l'eau et vous n'aurez pas une explication de pourquoi, vous n'aurez pas le temps, l'opportunité de vous justifier. Donc ça peut vous faire vraiment du tort. Évidemment, il y a la réciproque. Là, je viens de parler du cas de l'homme donc qui subit les conséquences négatives des mauvais signes d'alerte. Mais si vous êtes une femme et que vous avez cru à ces signes d'alerte, ça crée aussi un problème parce que vous allez passer des candidats qui peuvent être excellents. Alors que vous les avez éliminés parce que vous avez cru que tel ou tel point
tel ou tel critère était un signe d'alerte. Et à l'inverse, ce qui est encore pire, c'est que vous pouvez penser que les signes d'alerte ne sont pas présents dans tel profil, donc il répond aux critères demandés, hein, et je vous rappelle, des abuseurs notoires les passent ces critères, donc ça vous protège pas du tout. Je vais y revenir dans un instant. Le deuxième point, le deuxième problème, évidemment, je viens de l'évoquer, hein, c'est juste une conséquence de ce que je viens de dire, c'est que vous allez être tenté, que vous soyez un homme ou une femme, mais surtout donc une femme, puisqu'on vous le présente dans cette direction-là, vous allez être tenté de les utiliser sans avoir le recul, sans voir forcément tous leurs problèmes et leurs limites. C'est assez normal, hein, je veux dire, je condamne pas vraiment les gens pour ça, parce que tout ça, ça vous est présenté dans des dizaines d'articles, c'est un matraquage. Un vrai matraquage. Il y a plein d'articles, plein dans les forums, etc., d'avis qui vous diront « Oh là là, les signes ceci, les signes cela, faut faire attention à ci, faut faire attention à ça ». Je viens de vous en citer certains des plus frappants. Donc tout ça, on vous le matraque à longueur de journée. C'est assez difficile de remettre en question ce genre de choses qui vous sont insérées quasiment de force à coups de marteau dans la tête. C'est pas évident de prendre du recul quand on parle de BDSM, surtout quand on débute ou quand on veut débuter. C'est la même raison que pour les mythes, bien évidemment. Donc vous risquez de vous faire influencer, de leur faire confiance, parce que vous vous dites, les personnes qui disent tout ça, elles savent de quoi elles parlent. Après tout, c'est pas quelqu'un qui débute qui va écrire un article sur les 50 points à regarder chez un homme dominant, par exemple. Et en plus de ça, non seulement donc vous allez, à tort, risquer de leur faire confiance, parce que c'est vraiment difficile de prendre du recul dessus, mais vous risquez en plus de les propager vous-même. Ça, c'est un des pires problèmes, ça. Dans le BDSM, comme ça, quand vous avez des problèmes, des mythes, du folklore toxique, etc., beaucoup, mais alors, beaucoup de personnes, croyant bien faire, c'est ça le pire, les propagent. De bonne foi, c'est-à-dire, ils et elles ont totalement tort, propagent n'importe quoi, mais ne s'en rendent pas compte, bien entendu, évidemment. Et du coup, on se retrouve avec une propagation des choses les plus absurdes, parfois les plus toxiques, de la part de plein de personnes, et notamment les personnes qui arrivent, qui découvrent ceci ou cela, et qui les propagent en disant « Ah ouais, c'est important de savoir si... » Surtout, les personnes qui rencontrent d'autres personnes débutantes, et qui veulent bien faire en les prévenant « Ah, t'as vu, les red flags, c'est vachement important, etc. » Manque de chance, en faisant ça, c'est pas rendre service. Mais ça, c'est très difficile de s'en rendre compte. Je condamne pas les personnes qui s'en rendent pas compte, mais c'est un vrai problème. Enfin, le troisième point, qui est une conséquence directe du premier point, je m'étais interrompu dans le premier pour ne pas le dire tout de suite, c'est que toutes ces listes, non seulement elles incluent plein de conseils qui sont absurdes, bizarres, ridicules, souvent stupides, mais en plus de ça, elles vous cachent plein de vrais risques. Parce que de façon surprenante, vous pouvez trouver aisément des listes qui parlent de plein de choses totalement délirantes et qui ignorent plein de vrais signes d'alerte super importants. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est super bizarre, mais vous en trouvez assez aisément, qui sont très très agressifs, très violents même parfois, incisifs plus exactement. Et ensuite, quand moi je les regarde, je me dis mais ça, mais c'est complètement faux, ça a pas de sens. C'est ridicule, parfois c'est stupide, et parfois c'est pire que stupide. Et à l'inverse, je me dis mais attends, et tel critère super important, ils y sont pas dans leur liste là, c'est quoi ça? J'ai vu passer des listes de centaines de critères qui contenaient pas des avertissements sur des choses majeures. C'est fou, c'est incompréhensible. Et le pire, c'est que tout ça, non seulement donc ça peut vous masquer un certain nombre de choses, mais tout ça, surtout si vous êtes une femme, bien entendu, je viens d'expliquer pourquoi, ça risque, et ça c'est un très 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 gros problème avec tout ce qui est conseil en général dans le BDSM, surtout les conseils de sécurité, c'est que avoir connaissance de ces listes et vouloir les appliquer, ça peut vous donner un faux sentiment de sécurité. Et ça, c'est super dangereux. C'est quasiment une des pires choses. Comme je dis toujours, mieux vaut avoir aucune information que d'avoir des informations qui sont à moitié vraies, à moitié fausses ou qui sont fausses. Mieux vaut ne rien savoir et se débrouiller seul avec son cerveau, son bon sens, son expérience personnelle, que d'avoir de fausses choses qui vous sont propagées, notamment des faux conseils de sécurité, des faux avertissements, qui non seulement vous donnent donc de très mauvais conseils, mais qui en plus vous incitent à penser qu'il y a que ça comme problème. C'est normal, si vous lisez par exemple, j'ai une liste là de dizaines, je pense qu'il y en a plus de 120 critères donc de red flags donc. Quand vous voyez une liste comme ça, vous vous dites, si j'arrive à faire passer cette liste à quelqu'un, c'est quelqu'un qui va être super évidemment. Ben non, pas du tout. Et ce serait pourtant naturel de penser que quelqu'un qui a pris la peine d'écrire des pages et des pages de signes d'alerte, forcément, il ou elle a dû penser un peu à tout. Mais non, pas du tout. Et ça, avoir un faux sentiment de sécurité. L'idée que telle personne, ah oui, il y a ça et ça, c'est rassurant, oh, il y aura pas de problème avec lui,
Je dis lui parce qu'on est toujours dans l'optique une femme qui est en train de chercher un homme. Visiblement, il répond à tous les critères, je suis rassuré, c'est normal de penser comme ça. N'importe quelle personne, surtout qui débute, va penser comme ça, c'est tout à fait normal. Et là, paf, vous tombez dans le gros piège que j'ai expliqué depuis le départ, c'est que en réalité, c'est un faux sentiment de sécurité. Et ça peut être super dangereux parce que là où vous auriez, si vous êtes une femme donc qui est dans cette situation-là, vous auriez quand même gardé une certaine prudence parce que vous dites, bon, on sait pas encore qui c'est en face, hein, il est peut-être très sympa, c'est peut-être quelqu'un qui a un sale caractère, hein. Vous auriez gardé une prudence minimale, qu'on a toujours quand on va dans des rencontres de toute façon. Mais là, ce faux sentiment de sécurité va très fortement diminuer votre méfiance, voire l'éliminer, plus ou moins. Et ça, évidemment, maintenant ça vous paraît évident, ça peut être catastrophique parce que vous allez ignorer des risques, d'autres signes d'alerte, etc. Bref, y aller les yeux bandés, c'est ça que je veux exprimer. Alors qu'en temps normal, vous l'auriez pas fait. Conclusion, toutes ces listes qui contiennent de mauvais conseils, de mauvais avertissements, de mauvais signes d'alerte, vous portent plus préjudice qu'autre chose. Non seulement ça vous aide pas vraiment, mais pire, ça peut vous rassurer de fausses façons et vous envoyer dans la gueule grande ouverte d'un prédateur, d'un abuseur notoire, et vous entrez dedans joyeusement sans vous rendre compte que, en réalité, si vous n'aviez jamais lu ces listes et que vous aviez utilisé votre bon sens normal et pris les précautions que vous prendriez habituellement, il y a des chances quand même que vous ayez eu plus de méfiance et peut-être évité complètement de rencontrer la personne. Ça, c'est dramatique. Vous voyez, ce problème-là, il est dramatique. Évidemment, il va sans dire que là j'ai parlé du cas les femmes vers les hommes, blablabla, parce que c'est l'attitude des listes, mais vous avez compris, bien entendu, que tout ce que je viens de dire s'applique à tout le monde. C'est évident, je le redis, mais c'est évident, je préfère être très clair et le redire une bonne fois pour toutes. Vous voyez, ces 3 points que je viens d'évoquer sont majeurs, ils sont majeurs. J'en ai parlé à la fin pour que vous ayez déjà compris de quoi il retournait, Et ces 3 points sont en fait les conséquences directes. D'ailleurs, si vous aviez eu le temps d'un petit peu réfléchir à ce que j'ai dit avant, vous en seriez probablement arrivé à la même conclusion. Il y aurait probablement d'autres problèmes, mais ceux-là sont pour moi les majeurs, enfin ceux qui me viennent en tête immédiatement. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est clairement 3 problèmes qui sont, mais absolument, majeurs et qui prouvent, qui montrent à quel point on ne peut pas vraiment se fier à ces listes de red flags. Du moins aux listes qui en contiennent qui sont incorrectes, et, je sais que je me répète, c'est le cas de quasiment toutes. Si vous allez lire mon article, vous verrez, il y a quelques très rares listes pour lesquelles je dis que c'est pas trop mal, et la plupart des autres, je dis il y a de sérieux problèmes, ou parfois c'est tellement n'importe quoi que je dis que c'est catastrophique et que ça contient tellement de choses bizarres que c'est à se demander qu'est-ce que la personne qui les a écrits avait dans la tête. C'est très surprenant parfois. Les red flags, c'est quelque chose de très présent dans le BDSM quand vous allez vous renseigner, lire des articles, quand vous allez sur les forums, peut-être que vous écoutez des podcasts, ou que vous regardez des vidéos, par exemple sur YouTube, ce genre de choses. Peut-être que jusqu'à présent, si vous débutez par exemple, peut-être que vous en avez pas encore vu passer, mais ça arrivera tôt ou tard vous en entendrez parler. Si vous connaissez déjà bien le BDSM, il y a des fortes chances que vous sachiez déjà de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Et comme malheureusement beaucoup de choses qui sont bien connues dans le BDSM, qui sont beaucoup mises en avant, en exergue, qui vous sont martelées sans arrêt comme étant indispensables, blablabla, exactement comme les mythes, malheureusement, elles posent, ces listes, plein de problèmes. Si elles ne contenaient que des bons critères, ou au moins que ces critères étaient nuancés, ce qui n'est jamais le cas, c'est toujours d'un format très affirmatif, sans grande explication de telle ou telle nuance, tel ou tel cas, c'est il faut faire ci, il faut faire ça, c'est ça le format. S'il y avait que des choses positives, évidemment, ce serait pas un problème. Malheureusement, donc c'est inexistant, n'ayons pas peur des mots. Il n'y a aucune liste qui soit vraiment totalement correcte et qui prenne le temps de vraiment tout expliquer correctement. Donc c'est très 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 négatif. J'ai essayé de vous le démontrer dans les parties précédentes. J'espère que j'ai réussi à vous montrer à quel point c'était problématique. Je vous ai même pas montré beaucoup d'exemples, j'aurais pu vous en citer des dizaines d'autres qui étaient choquants. Mais alors, choquants de stupidité, d'absurdité. Probablement que j'en reparlerai dans un autre article qui sera moins spécifiquement orienté vers les personnes qui débutent. Mais donc là, ce que j'ai essayé de vous montrer, j'ai mis le doigt sur le problème le plus fondamental, c'est que si vous êtes un homme débutant, maintenant vous savez pourquoi je me concentre sur le cas des hommes et débutants, et que vous avez des velléités de domination, vous voyez, toutes ces choses-là, toutes ces listes, elles sont contre vous.
elles vous rendent impossible, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, totalement impossible de vous lancer dans des rencontres BDSM, du moins si on les respecte. Heureusement, je pense la plupart des gens les respecteront pas trop, mais si on les respectait, ce serait impossible. Et donc ça veut dire que personne n'aurait le droit de faire de BDSM, hein. Vous avez compris où j'allais en venir. Parce que personne n'aurait eu le, entre guillemets, droit de débuter, puisque il faut bien avoir des personnes qui avaient des relations passées, par exemple, ou qui fréquentent les clubs. Comment on fait tout ça si on n'a pas déjà des gens qui font du BDSM, qui ont créé des clubs? Impossible, pas vrai? Donc vous voyez, juste en prenant ce raisonnement qui est la poule et l'œuf, hein, on détruit complètement les listes, en prouvant, si ces personnes-là ont réussi à débuter, il y a bien longtemps, alors pourquoi est-ce que ce serait différent maintenant? Pourquoi ce serait différent pour moi? J'ai pas trop insisté sur ça dans les parties précédentes, mais j'aurais pu. Une chose est sûre, hein, vous voyez, il y a une attitude contre les hommes, et surtout contre les hommes dominants, et particulièrement qui débutent, c'est-à-dire, vous subissez, si vous êtes dans ce cas-là, une discrimination. Et ça va sans dire une discrimination qui est vraiment totalement injuste, et totalement absurde. C'est pour ça que j'insiste particulièrement dans mes articles sur ce sujet-là, sur le problème que posent en général les red flags, mais surtout le problème que ça pose pour les personnes qui débutent, et surtout, essentiellement, hein, les hommes qui débutent, les hommes dominants qui débutent, c'est catastrophique pour eux. D'où l'importance de souligner le problème, de dénoncer le problème, ce que je fais depuis des années, hein, parce que je dénonce vigoureusement, vous l'aurez remarqué, tous les mythes et les attitudes nocives, toxiques, hein, qui peuvent exister, notamment les attitudes nocives envers les personnes qui débutent, en général. Dans cet épisode, donc, j'ai voulu souligner tout ça, présenter les problèmes de fond, dans le contexte un peu spécifique donc des hommes débutants surtout, mais même si c'est pas votre cas, vous aurez compris aux exemples que j'ai présentés et tous les problèmes que ça pose pour tout le monde. Je me répète, ça pose des problèmes évidemment, surtout pour les hommes débutants dominants, mais en réalité pour tous les autres aussi, y compris les femmes. Je viens d'expliquer tout à l'heure pourquoi ça a des conséquences totalement sournoises, et que ça peut même être dangereux si on s'y fie trop, si on s'y fie aveuglément. Bref, tout ça, ce sont des mauvais conseils, et c'est très décourageant même. Si vous êtes un homme et que vous lisez ce genre de choses, et que vous débutez, et que vous regardez ça, les bras vont vous en tomber, vous allez vous dire, c'est quoi ce truc, je peux pas débuter, qu'est-ce que ça veut dire? Au secours! Maintenant, j'espère que si vous connaissiez pas, vous aurez compris de quoi il retourne, les problèmes que ça pose, qui que vous soyez, ça vous aura donné les optiques d'abord qu'il faut pas trop vous y fier, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas aller les consulter, mais le problème c'est qu'il faut vraiment prendre du recul, c'est ça le souci, Il faut prendre du recul pour isoler ceux qui sont bien, et il y en a qui sont bien, je me répète, et ceux qui sont complètement stupides, et il y en a beaucoup. Donc à la limite, si vous avez pas encore trop de recul sur le BDSM, ça peut peut-être être une meilleure solution de pas aller tout de suite les regarder pour pas que ça vous donne de mauvaises idées. Mais si vous allez les regarder, ces listes, gardez ça en tête. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe que vous soyez intéressé par tel ou tel rôle, ça n'a pas d'importance. Prenez vraiment du recul et des pincettes quand vous lisez ce genre de choses. Et surtout, c'est ce que je vous ai transmis, j'espère, dans cet épisode. Prenez le temps de vous demander ce qui a du sens, ce qui a pas de sens. Et si ça vous paraît un peu bizarre, vous avez une certitude, c'est pas un peu bizarre, c'est que ça veut dire que c'est n'importe quoi en fait. Faut pas hésiter à faire confiance à votre propre jugement. C'est pas parce que quelqu'un d'expérimenté dans le BDSM vous sort tout un tas de listes, de machins, de pseudo-conseils que la personne a la raison. Je sais que je me répète, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est pas parce que vous lisez quelque chose qui est écrit par quelqu'un qui prétend être expert ou experte que cette personne a raison. Si vous avez des doutes, il y a de fortes chances que ce soit vous qui avez raison d'avoir des doutes. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui disent n'importe quoi. Mais au minimum, maintenant que vous avez entendu cette présentation assez rapide et partielle, bien entendu, vous aurez une meilleure idée des problèmes que ça pose, et ça pourra aussi d'ailleurs vous expliquer pourquoi, par exemple, si vous êtes un homme surtout, pourquoi est-ce que telle personne que vous allez rencontrer vous fait telle ou telle demande qui parfois est un peu bizarre. La raison sera probablement donc reliée à tous ces concepts, tous ces pseudo-signes d'alerte. Il y a de fortes chances que l'idée vienne de là en fait. Surtout si c'est quelque chose bien sûr de négatif, vous aurez compris ce que je voulais dire. Conclusion, méfiez-vous de tout ça, ne prenez pas ces choses trop au sérieux, ou du moins vraiment méditez-les, prenez du recul et gardez en tête que, comme je vous ai prévenu là, il y a de fortes chances que la plupart soient inadaptés, n'aient aucun sens, notamment quand ils sont américanocentristes, ou que ce soit des complètes stupidités. N'hésitez pas à juger, à dire « ça me paraît stupide », croyez-moi, vous aurez presque toujours raison, ça l'est probablement. En tout cas, j'espère que cet épisode aura vraiment bien contribué à remettre les choses à leur place, à vous avertir des problèmes, parce que vraiment, je me répète, c'est quelque chose de si répandu que tôt ou tard vous tomberez dessus si ça n'est pas déjà le cas évidemment, d'où l'importance critique de vous prévenir à l'avance pour pas que vous vous fassiez avoir, surtout si vous débutez ou voulez débuter le BDSM évidemment.
J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées pour des épisodes de podcast ou pour des articles de mon site, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Sur la page Contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement, et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, ne vous privez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.